Payer des impôts, moi je vois c'est quelque chose qui est très très important. Ça permet de faire des constructions des hôpitaux. L'hôpital ne demande pas tu es riche ou bien tu es pauvre. Quand tu es riche ou pauvre, tu es malade, tu peux aller te soigner. Ça permet aussi de construire des routes aussi, des travaux publics. Ça aussi, ça ne dit pas c'est le riche ou bien c'est le pauvre, tout le monde passe. Ça permet aussi de faire des écoles aussi. Ça te permet aussi le jour que tu es en retraite, que tu prends quelque chose chaque mois pour que tu vis dans de bonnes conditions. Souvent dans nos idées et nos discours, il y a eux et nous. Eux différents de nous et donc souvent perçus comme inquiétants. Il y a des murs, des barrières, des gouffres entre eux et nous. La plupart du temps invisibles, mais souvent infranchissables. Eux, ils sont vieux, ils sont étrangers, ils sont porteurs de handicap, de différences, ils sont malades, ils sont comme ci ou comme ça. Et si eux, c'était nous ? Et si en réalité, nous avions avec eux beaucoup plus de points communs ? Et si être humain, c'était d'abord être frère, sœur de tout autre être humain ? Et si nous cessions de réduire une personne à l'une de ses caractéristiques ? Et si nous faisions connaissance, tout simplement ? Dans Mais pas que, le podcast qui va au-delà des préjugés, on se met à l'écoute des histoires intimes d'autres différents de nous, et en même temps tellement semblables. Leurs récits disent l'universel et résonnent si fort qu'ils peuvent nous aider à vivre, et même nous changer peut-être. Kola, première. Je m'appelle Kola, j'ai 24 ans, j'ai fait une formation en horticulture à Lyon. Au début d'abord, j'avais commencé pour faire des collages dans un atelier à la Croix-Rousse, l'atelier de Marie-Pierre. Lorsque j'ai commencé ça, il y avait des gens qui venaient assister des collages. Un jour, il y a une dame qui était venue, il a vu ça, ça correspondait dans les jardins, dans les parcs comme ça. Après, elle m'a proposé d'aller visiter au parc de la Tête d'Or à Lyon. Après, je suis allé, on a visité, j'aimais bien. Les collages, en fait, comment vous aviez commencé ? Vous faisiez des collages avec c'était plein de photos que vous assembliez, c'est ça ? Oui, les collages, j'ai regardé comme ça dans des journaux, j'ouvre les images, si j'ai vu des images qui me correspondent, après je coupe des petits morceaux, quand j'ai fini de couper les petits morceaux, après maintenant je prends un papier, je mets tout, je regarde tout ce qui correspond et je réfléchis ce que j'ai en train de faire, si ça correspond à quelque chose qui est joli, qui donne l'explication, et j'ai fait, c'est comme ça. Alors moi j'ai eu la chance de les voir, ces collages, et ils sont très beaux. Vous ajoutez de la peinture, il y a vraiment quelque chose d'artistique dedans. Comment ça a commencé, les collages ? Comment vous avez eu l'idée de faire ça ? Au début, j'avais pas l'idée de ça. C'est la première fois, un jour, comme Marie-Pierre m'avait proposé de faire des collages, j'ai commencé moi aussi, des idées venaient comme ça. J'ai fait le premier tableau. Elle était appréciée, elle m'a demandé si ça fait longtemps que j'ai commencé de faire ça. J'ai dit, moi, je ne savais pas, c'est la première fois. Après, elle m'a dit, ok, de continuer. Je n'avais pas appris ça dans mon esprit, quelque chose qui est important au début. À fur et à mesure, les gens venaient voir, m'appréciaient bien. Moi aussi, j'ai continué de faire. Et les gens achetaient aussi, c'est ça. Vous étiez surpris que les gens achètent au début vos œuvres ? Oh oui, les gens venaient acheter, me demandaient, Kola, tu veux me vendre ça combien ? Et pourtant, moi, je ne considérais pas. J'ai dit, vous pouvez regarder ce que vous voulez me donner. Il dit, toi, tu ne dis pas ton prix. J'ai dit, non, moi, je ne dis pas mon prix. Ce que vous avez, vous pouvez me donner. Il y a des gens, d'autres qui me donnaient à 100 €, d'autres 80 €, comme ça. Ça a commencé. Moi aussi, j'ai dit, ça, c'est intéressant. J'ai commencé maintenant de faire. Et donc, à partir de là, quelqu'un se rend compte que vous utilisez beaucoup des photos de plantes et vous propose d'aller à la Tête d'Or, au parc de la Tête d'Or, qui est un grand parc à Lyon. Et alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? On m'a proposé de faire un stage au parc de la Tête d'Or. J'ai fait un stage de 3 semaines. Mon maître de stage m'a proposé, comme elle enseignait dans une autre école à Lyon ici, elle m'a proposé qu'elle va dire à son directrice de l'école pour que moi je parte étudier là-bas.
En ce moment, elle a parlé à la directrice. La directrice dit non, comme j'ai pas de papier, tu peux pas étudier. Après, moi aussi, j'ai expliqué ça à Marie-Pierre. Marie-Pierre aussi a fait des recherches. On a vu une école privée. Cette école aussi m'a accueilli pour étudier. Au début, quand vous avez commencé les études, donc c'était un CAP, comment vous vous êtes senti les premiers temps en cours? C'était pour moi difficile d'abord. Mais tous les profs m'aimaient. Il y avait des profs aussi qui sont disponibles pour moi après les cours comme ça. On continue de faire des cours aussi jusqu'à les heures de pause comme ça. En ce moment, moi aussi, je suis motivé. J'ai aimé bien, j'ai commencé et j'ai fait mon CAP. J'ai fini le premier CAP. Tous mes bulletins, j'ai eu des félicitations. Après, maintenant, en deuxième année de CAP, j'ai eu mon diplôme mention très bien. Et donc, vous avez décidé de continuer? Mon maître de stage voulait me prendre pour travailler avec lui pour faire un CDI, mais c'était pour aller directement travailler. Après, moi, j'ai dit non. Pour moi, j'ai réfléchi d'abord. C'est pas bon, une solution pour moi pour aller travailler directement. J'ai envie de continuer, avoir un autre diplôme aussi, même si c'est un paysagiste. C'est en ce moment aussi, d'après les connaissances et des relations, j'ai eu un patron qui va me prendre en alternance pour continuer mes études. Donc là, vous préparez le bac pour l'année prochaine, c'est ça? Ah oui, l'année prochaine, je ferai le bac. Petit à petit, vous avez découvert ce monde-là des plantes. Comment vous vous sentez justement au contact des plantes? Qu'est-ce qui se passe en vous? En 2020, lorsque j'ai commencé mes études, un jour, je suis allé faire mon stage, ça c'est vers Saint-Étienne. 3 jours que je partais faire mon stage, j'ai perdu mon père. Maintenant, c'était obligatoire encore d'aller faire les stages. Chaque matin, je venais travailler, mais moi, j'avais des soucis dans mon esprit. J'entends de réfléchir et penser seulement pour mon père. Après, maintenant, la deuxième semaine, comme on touchait de la terre aussi, ça a commencé à changer des idées qui étaient dans mon esprit. Maintenant, j'ai commencé de parler avec des autres. Depuis ça, j'ai vu que travailler dans la nature, ça aussi, c'est une autre expérience. Ça diminue des soucis dans la tête. Si tu as des choses à penser comme ça diminue. En ce moment, j'ai aimé beaucoup. Ça m'a motivé encore de plus encore. Quand tu es en train de réfléchir des choses, tu es dans la nature avec la terre ou bien des plantes comme ça te donne dans ton cœur des choses claires, des choses propres. Seulement ton esprit est content, seulement tu es motivé. Élève appliqué, passionné par les plantes, désireux d'étudier parce qu'il aime ça, mais aussi pour honorer la mémoire de son père. Ce jeune homme de 24 ans, au sourire lumineux, a pourtant vécu le pire. Kola a traversé la Méditerranée. Comme des centaines de milliers d'hommes et de femmes, il aurait pu y laisser sa vie, comme des milliers d'entre elles et d'entre eux. L'Organisation internationale pour les migrations a recensé près de 28 000 décès de migrants en Méditerranée ces 10 dernières années, et ces chiffres sont probablement sous-estimés. C'est la route migratoire la plus meurtrière au monde. Durant leur voyage vers l'Europe, la majorité des migrants qui traversent la Méditerranée passent d'abord par la Libye. Ils y subissent la violence des passeurs, de bandes criminelles et de groupes armés. Ils sont vendus, exploités par leurs geôliers, torturés, violés. Des rançons sont extorquées à leurs familles. Kola, deuxième. Je m'appelle Kola, j'ai 24 ans, je suis guinéen, je suis arrivé en France en 2018, le 9 décembre 2018. D'abord, lorsque je suis quitté en Guinée, je suis passé par le Mali. Après le Mali, le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, à Libye. Je suis arrivé à Libye, il y avait eu trop de difficultés comme ça. Parce que là-bas, c'est un endroit qui n'est pas bon d'abord pour les étrangers. Mais ça, tu peux pas savoir, c'est quand tu rentres. Parce que tu vas voir des passeurs, des passeurs qui font des choses qui te disent comme ça. Tu verras que c'est des mensonges. Pour te convaincre, tu les donnes ce que les montants que ils vont te demander, ils vont te convaincre, mais toi tu peux pas savoir. Mais c'est quand tu rentres dans le territoire que tu vas voir des choses très difficiles.
C'est beaucoup de violence? Oui, il y a beaucoup de violence, mais aussi la violence, c'est différent. Si tu es homme ou bien une fille, c'est la fille qui a beaucoup de souffrance par rapport au garçon. Si on revend à quelqu'un un garçon à 1000 euros, si c'est une fille, c'est 2500 ou bien 3000. Vendre, c'est ça le mot que vous avez employé, donc vous étiez vendu. Ah oui, plusieurs fois. Quand on te met dans des prisons comme ça, et après, pour sortir, tu vas payer, au moins ils vont dire de payer 500 ou bien 800. On te laisse encore, tu payes, tu pars à une autre prison encore, d'autres aussi vont t'attraper. C'est une ville qui est divisée, chaque quartier a ses rebelles, a ses bandits. Maintenant, quand tu tombes à ces clans-là, on t'a pris, tu vas payer tel montant, si tu payes, on te laisse. Mais si aussi tu n'as pas les moyens pour payer, c'est là-bas que tu vas mourir. Parce que aussi il fait des trafics et travaille avec des Noirs aussi, des Noirs avec des Arabes et ils travaillent ensemble. D'abord, quand tu es dans la prison, il y a un Noir qui va venir là-bas. Si on est, tu verras qu'il lui travaille avec le responsable de prison qui est là-bas. Il va dire, ah, toi, tu as l'argent pour payer, ou bien tu lui donnes le numéro de tes parents, ou bien quoi, ils vont parler au téléphone. Ils vont payer ta libération. Il te prend, il l'amène chez lui. S'il a reçu l'argent, après, il te libère. Quand tu te libères encore, tu es nouveau, tu ne connais pas. Après, tu pars encore, d'autres personnes aussi te prennent aussi. Et aussi, s'ils t'ont mis dans la prison, c'est comme ça se passe. Dans les prisons comme ça, tu vas voir des gens qui meurent chaque jour comme ça, qui sont maigres ou bien quoi. Surtout si tu n'as pas de parents qui t'aident aussi. Entre le moment où vous avez quitté la Guinée et le moment où vous êtes arrivé en France, il s'est passé combien de temps en tout? Oh, ça a duré, ça fait des années comme ça. Parce qu'au début d'abord, lorsque j'ai quitté au pays, je suis arrivé jusqu'à Libye. À Libye, j'ai tapé là-bas au moins, peut-être 6 mois comme ça. Mais les 6 mois là, c'est des choses difficiles. Oh, oui, j'ai vécu des choses difficiles. Mais aussi, quand tu rentres, le problème, pour retourner aussi, parce que moi, c'était mon rêve. Retourner, c'est moi. Mais il n'y a pas l'accès. La seule solution, c'est pour traverser. Tu peux pas retourner, sinon tu vas avoir beaucoup de prisons encore. Pour retourner en Guinée, ça vous exposait à être emprisonné encore beaucoup plus? Oui, beaucoup encore. Parce que la route que tu vas continuer encore pour retourner, c'est beaucoup. Tu vas être aussi la solution, tu traverses ou bien quoi, c'est ça. Quand vous avez quitté la Guinée, vous aviez quel âge? À ce moment, j'avais 16 ans. Donc après, ça veut dire que vous êtes resté aussi un certain temps au Mali? Oui, j'ai resté un certain temps au Mali aussi. Mes parents ne voulaient pas d'abord que je sortais pour partir quelque part. C'est moi-même qui a pris cette décision. Depuis que j'étais au Mali, je n'avais pas fait un coup de téléphone. Mais c'est lorsque j'étais en difficulté, je suis arrivé jusqu'au Niger, que j'ai commencé à appeler mes parents. Et donc après, impossible de rentrer. Comment vous avez fait pour sortir de Libye, du coup, vu ce que vous nous racontez, on comprend que c'était pas simple? Oh oui, c'était pas simple, mais j'ai eu aussi de la chance aussi. Mon père, il m'aimait bien. Si je lui disais quelque chose aussi, il a confiance en moi, parce qu'il me connaît bien. Si je dis quelque chose, il connaît que c'est vrai. Et il m'a beaucoup aidé, quoi. À distance, quoi, notamment en envoyant de l'argent. Oui, à distance. Et donc, après la Libye, l'étape suivante, c'est quoi? Et donc, on imagine que forcément, vous prenez la mer à un moment? Oui, l'étape suivante, on a pris la mer. On avait perdu, on est dans l'eau comme ça. On est venu jusqu'à la frontière entre la Tunisie et la Libye. Mais là-bas, au bord de la mer, il y avait 2 bateaux. Il y a un bateau, c'est pour les Libyens. Il y a un bateau, c'est pour les gens qui sauvent. C'était des Américains. Mais moi, j'avais déjà eu des renseignements lorsque j'étais dans des prisons comme ça, qu'on nous disait que, arrivé à la frontière, premier bateau que vous voyez, c'est le bateau libyen. Si on prend ça, c'est direct aux prisons encore. Si c'était pour monter dans ce bateau-là, j'ai décidé même pour tomber dans l'eau. Ça, moi, j'avais décidé. Vous auriez plongé plutôt que de monter sur le bateau libyen? C'était ma décision. Après, on a dévié, on est venu au gros bateau là-bas. Ils ont nous pris dans le bateau. On a fait des jours, après on est arrivé en Italie. C'était un bateau d'une association humanitaire?
Ah oui, je crois, oui, mais c'était des Américaines. Lorsque d'abord on est monté dans ce bateau, d'abord on a dormi d'abord bien. L'esprit aussi c'était bon. Arrivé en Italie, on nous a accueillis dans un camp militaire comme ça. On a resté là-bas un peu. C'était à Trapani, Sicilia. Après, on a fait quelques jours. On nous a amenés au sud de l'Italie, dans la région de Puy, dans une ville qu'on appelle Barletta. En ce moment, maintenant, j'ai resté là-bas. J'ai pu appeler mon père et il était content, très content. Après, il m'a dit, ah, maintenant, comme tu es rentré, je suis très content. La seule solution que je veux que tu fasses à faire, c'est pour regarder solution pour que tu étudies. C'est ça que je veux. Moi aussi, dans mon esprit, j'ai pris cette idée. Et à ce moment-là, vous arrivez en Italie, donc vous ne parlez pas italien. Déjà, à ce moment-là, vous voulez aller en France ? La manière qu'ils nous ont accueillis là, au début c'était bon, mais à la fin aussi, j'ai dit, ah non, attends, moi, comment j'allais en France. Depuis au pays, j'avais le rêve de Lyon d'abord. Parce qu'un jour, lorsque j'étais au pays, on regardait un match de foot. C'était Lyon qui jouait avec Paris. Dans le salle, tout le monde supportait Paris. Après moi, j'ai dit, ah, mais moi, j'ai pris le contraire pour animer la salle. Lyon a gagné. C'est moi seul qui supportais. Depuis ça, maintenant, j'étais très content. Et le lendemain, j'ai porté une chemise. J'ai écrit là-bas lyonnais. Sur ça, maintenant, c'est rentré dans mon esprit. J'ai dit, quelle que soit la durée, le jour que je rentre en Europe, moi, ma décision, c'est d'aller directement à Lyon. Parce que lorsque je suis rentré en France aussi, vers Briançon, là où il y avait une association qui nous avait accueillis, il y a une famille qui était venue, ils m'ont dit si ils vont me prendre à l'ECG, que je reste là-bas pour demander l'asile. J'ai dit, ah non, moi c'est à Lyon. Après, ils ont dit, tu as des familles à Lyon? J'ai dit, ah non, j'ai pas de famille. Et ok, mais c'est à Lyon. Ils ont dit, ah, ici, nous, on peut t'accueillir, tu vas rester chez nous. Tu demandes ton asile. J'ai dit, non, je continue à Lyon. On est allé à la gare, j'ai acheté un billet à 50 €. Colas arrive à Lyon par la gare de la Part-Dieu. Dans cette ville, il ne connaît personne. En sortant de la gare, il s'assoit à un arrêt de bus et il attend. Arrive le bus C13, il monte. Il repère un passager à la peau noire comme lui. Il se dit qu'il va le suivre et que ce monsieur pourra peut-être lui donner des conseils. Le passager descend à la Croix-Rousse, il court. Colas le suit jusqu'au collège Maurice Sèvres. Cet établissement scolaire désaffecté est alors devenu un immense squat qui accueille environ 300 exilés. On est arrivé jusqu'au collège Maurice Sèvres, Pape, il est rentré là-bas. Moi aussi, je suis arrêté au dehors. Je connaissais personne. Je suis arrêté au dehors maintenant en train de réfléchir. Il y a un gars qui était venu, me dit, Colas! Il m'avait reconnu parce que on avait fait en prison ensemble à Libye. C'était le dernier prison. Un jour, on nous a pris dans cette prison pour travailler en bas. C'était un camp militaire, mais c'était pour prendre des sacs de sable. Moi, j'étais fatigué. Je suis arrêté maintenant. Le policier qui était à côté de moi, il m'a tapé. Le chef m'a appelé. Il m'a dit de s'asseoir. Je me suis asseoir. Il m'a donné de l'eau à boire. Et dis-toi, tu ne peux pas travailler. Tu vas rester ici. Si les gens viennent pour rentrer à la porte, tu ouvres la porte et tu fermes la porte. Ils m'ont donné une chambre à dormir. Que c'est moi qui vont commissionner pour aller acheter de l'eau ou bien quoi. Ben, c'était pas loin. Moi, j'avais eu l'accès pour fuir. Mais je n'ai pas fui, quoi. J'ai resté attendre pour comprendre bien le lieu. Un jour maintenant, c'était un vendredi. Tous ceux qui étaient là-bas, des militaires, ils ont parti bombarder à un autre camp militaire. Ils ont revenu pour prendre tout leur matériel dans le camp. Ils ont pris tout ils ont de l'argent, ils ont mis tout dans les voitures. Moi, je suis à la porte et je vois tout. J'ai dit, on dirait que c'est quelqu'un qui a fait ouvrir ma bouche de demander le clé de la prison. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Ils m'ont donné le clé de la prison. Ils sont tous sortis dans le cours, grand cours. J'ai réfléchi, j'ai monté là-bas, j'ai regardé tout. Je vois personne. J'ai dit, ça je ne comprends pas. Ça, je vais risquer d'ouvrir ces prisons. Il y avait au moins 400 prisonniers qui sont à l'intérieur. J'ai appelé mon ami à la porte. J'ai dit de venir. J'entends d'ouvrir la porte. Il est venu. Pape, j'ai ouvert la porte.
Tout le monde est sorti comme ça, pap. En fait, tous les militaires sont partis et vous avez eu la clé et vous avez libéré 400 prisonniers, c'est ça? Oui. Je suis venu, j'ai risqué. J'ai dit, ouais, ça je vais faire. Parce que je ne comprenais pas. C'est pourquoi ils m'ont donné les clés. Vous arrivez à la Croix-Rousse et du coup, vous retrouvez des gens, ce monsieur-là qui était avec vous et que vous avez libéré aussi, c'est ça? Oui. Après, je suis arrivé, j'ai rentré, il m'a dit de venir. Il m'a demandé si je suis là. J'ai dit, ah non, c'est même pas, je viens d'arriver ici, même pas 5 minutes. On est rentré, il y avait 3 bâtiments. Le 3e bâtiment, c'est là-bas, l'air bâtiment. Puis je suis arrivé là-bas. Oh, il y avait beaucoup de monde, quoi. Je suis assis, je suis découragé complètement. Le lendemain, il y avait une association qui était là-bas. J'ai demandé si je peux avoir une chambre au bâtiment D. Tous les chambres étaient occupées. J'ai dit, ok, il y avait une partie du salon là-bas. Je disais, moi, je vais venir dormir ici. Ils m'ont donné des nappes comme ça. J'ai commencé à dormir. Le 3e jour encore, j'ai croisé un ami, quelqu'un qui me connaissait depuis au pays. Lui aussi, il était au premier bâtiment. Là-bas, c'était un bâtiment qui était bon. C'était bien tout organisé. Lui, il m'a dit d'aller là-bas. J'allais dans leur chambre là-bas. J'ai resté là-bas. C'est comme ça. Ça a commencé. Vous avez expliqué que quand vous arrivez, vous ne connaissez personne à Lyon, à part l'équipe de foot vue à la télé. Et aujourd'hui, vous connaissez énormément de monde, vous avez beaucoup d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps et qui fait que vous avez un tel réseau aujourd'hui à Lyon? Un jour, je suis assis à Belco. J'ai un ami, il venait, il dit, il partait au Secours catholique de Lyon. Après, j'ai dit, ah ok, on va aller là-bas. À ce moment, je suis allé avec lui, c'était le 31 décembre 2018. Ce jour, on a fêté le 31 décembre là-bas. À mon retour maintenant, ils ont dit ils ont des programmes pour faire des fresques là-bas, fresques murales. J'ai commencé maintenant d'aller là-bas de faire des fresques murales. Après, ils m'ont proposé pour aller faire le chemin Compostelle. On était au moins 14 personnes qui étaient allées. On a fait 10 jours. J'ai pu découvrir la ville de la France, voir beaucoup des endroits, des forêts. Tout ça, je voyais, je ne pensais pas qu'il y avait des villages ou bien des forêts comme ça en France. J'ai pensé beaucoup à mon pays, quoi. Des fleuves comme ça, des lacs, des gens qui élèvent des moutons, des chèvres, j'ai vu tout ça. J'ai pensé à mon pays. On a fait 10 jours, on a marché 260 kilomètres. À mon retour maintenant, l'association GRS m'a pris dans les familles pendant 9 mois. La première famille que je suis allé, c'était ma première fois de voir des cultures différentes. J'ai aimé, j'ai commencé de voir, d'observer, de comprendre comment on fait. Parce que la culture, pour moi, c'est différent. Par exemple, moi, au début, si j'ai parlé avec un Français ou une Française comme ça, je n'observe pas à regarder tes yeux. Parce que nous, on connaît dans notre culture d'abord, on baisse les yeux pour lui donner du respect. Mais j'ai vu qu'ici, c'est le contraire. Quand il fait ça, ils vont dire, ah, ce que tu es en train de parler, c'est pas vrai, c'est du mensonge. J'ai commencé dans les familles comme ça, chaque famille que je viens, j'ai compris beaucoup de choses et des cultures différentes aussi. On s'entendait bien aussi, beaucoup. C'était pour 9 mois. Après, j'ai fait 12 mois. J'ai fini, je suis retourné, c'est Marie-Pierre, à la Croix-Rousse. Marie-Pierre, c'est un personnage clé pour vous. Vous avez cité son nom plusieurs fois, on n'a pas encore dit qui elle était. Comment vous l'avez rencontrée, Marie-Pierre, et qui elle est pour vous? Bon, Marie-Pierre, pour moi, c'est une maman en France ici. Maman français, oui. Et j'ai un ami qui s'appelle Amadou, c'est d'après lui que j'ai connu Marie-Pierre. J'habitais à la Croix-Rousse là-bas. Chaque semaine comme ça, si nos habits c'est sale comme ça, elle prenait tous nos habits et lavait. Et chaque semaine aussi, nous tous, et on partait au marché, nous achetait tout ce qu'on va manger pour la semaine. Tout ça, elle faisait comme ça, elle nous guidait dans une bonne voie, elle nous donnait des conseils. C'est d'après lui que j'ai commencé aussi pour les études, qu'elle a fait des recherches pour que j'étudie. Ça, c'est ça que j'ai dit. Pour elle, c'est une maman. Donc elle est importante pour vous. Puis il y a plein de gens qui sont devenus importants au fil des rencontres. Toutes les familles aussi que j'ai passées aussi l'association aussi, je reste aussi. C'est une famille pour moi. Ils ont tous contribué à mes études. Je suis reconnaissante sur ça aussi. Oui,
je suis très content. Parce que même si pour moi, on parle ici en France, on parle des gens le contraire comme ça, moi, je n'ai pas vu ça. Jamais de haine ou de racisme ou de refus de vous accueillir? Pour moi, je n'ai pas vu ça. Même s'il y en a, mais moi, ces genres de personnes, je n'ai pas croisé. Et je ne voulais pas aussi les croiser. Kola, 3e. Je m'appelle Kola, j'ai 24 ans, je suis en France, à Lyon. Maintenant, pour le futur, ce qui est dans mon rêve, moi aussi, j'ai envie d'abord terminer mes études dans de bonnes conditions pour le bac. Après encore, réfléchir encore sur quoi que je fais. La prochaine fois, si moi aussi, je vois aussi des gens aussi qui viennent d'arriver et ne se connaissent pas comment faire les choses, je les donne des explications en indiquant vous pouvez faire cette étape comme ça. Pour d'autres personnes exilées, quoi. Pour d'autres personnes exilées, pour les donner des conseils, la manière qu'ils vont suivre leur procédure comme ça, les étapes, et les montrer comment d'abord passer dans un pays d'abord, avant que tu fasses tout d'abord, tu cesses d'abord des relations. Et parler avec d'autres personnes, c'est en échangeant des idées, que ce que tu es dans ton esprit, que tu veux faire, tu parles en parlant avec des gens que tu peux savoir des solutions sur ça. Et pour ça, tu ne peux pas voir quelqu'un dans la rue comme ça et parler. Il faut que tu parles là où il y a la mobilisation, dans des assos, dans les bars ou bien quoi, comme ça, là où il y a des gens, tu parles des gens, vous changez des idées, vous devenez des amis, c'est comme ça. D'abord, première des choses d'abord. Aujourd'hui, pour vous, la France, qu'est-ce que c'est en fait? C'est devenu votre pays? Comment vous diriez ça? Oui, pour moi, aujourd'hui, la France est devenue comme mon deuxième pays. J'ai envie de faire ma vie ici, parce que j'ai vécu beaucoup de pays, j'ai vu, mais je suis arrivé ici, j'ai commencé d'être dans le bon chemin. Commencer à faire mes études et travailler, tout ça. Faire mes études d'abord, c'est ça d'abord qui est plus important pour moi d'abord. Faire des études, avoir mes diplômes. Si un jour j'ai marié, j'ai eu des enfants, je leur donne des explications en disant nous, à notre époque, on a fait ça et ça et ça. Pour moi, ça, c'est des avantages. Je suis très content de ça aussi. Des gens aussi qui m'ont soutenu dans tous les domaines. Je suis très content. De quelle manière vous auriez envie de contribuer à la bonne marche de ce pays, à la vie ici? Pour moi, d'abord, mon idée, à la future, j'ai eu de l'évolution. J'ai envie d'aider, par exemple, les handicapés d'abord. Il y a des gens aussi qui ne comprennent pas, quoi. Tu vois, par exemple, toi, tu es en bon état, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas tout. Tu vois d'autres personnes qui sont handicapées comme ça, qui ne savent pas parler, qui n'ont pas de bras ou bien quoi, qui ne peuvent pas travailler. C'est mon rêve futur pour faire des associations pour des aides pour des gens pareils. Ça, c'est mon projet. Ou aussi, des fois, je vois des gens qui dorment dans la rue aussi. J'ai réfléchi sur ça. Ça ne me donne pas de bonnes choses dans mon cœur. J'ai eu pitié de ces gens. Vous m'avez dit aussi que vous vouliez payer des impôts en France. Alors des fois, les Français, au contraire, ils ne voudraient pas payer d'impôts. Donc pourquoi vous voulez payer des impôts? Moi, je vois c'est quelque chose qui est très, très important. D'abord, quand tu payes les impôts, ça permet de faire des constructions des hôpitaux. Parce que l'hôpital ne demande pas tu es riche ou bien tu es pauvre. Quand tu es riche ou pauvre, tu es malade, tu peux aller te soigner. Ça permet aussi de construire des routes aussi, des travaux publics. Ça aussi, ça ne dit pas c'est le riche ou bien c'est le pauvre, tout le monde passe. Ça permet aussi de faire des écoles aussi. Tout ça, ça te permet aussi, le jour que tu es en retraite, tu n'as pas droit pour travailler, tu es vieux ou bien quoi, ça te permet aussi que tu prends quelque chose chaque mois pour que tu vis dans de bonnes conditions. Vous venez d'écouter Mais pas que, le podcast RCF qui va au-delà des préjugés. La saison 1, Exilés mais pas que, est coproduite avec JRS France.
Pour découvrir d'autres portraits de personnes exilées, mais pas que, rendez-vous sur le site rcf.fr, YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant de petites étoiles sur les plateformes. Pour plus de récits de vie, il y a aussi tous nos autres podcasts, par exemple Les colères de l'abbé Pierre ou encore Sacrés aventuriers, le podcast familial qui donne foi en l'humanité. Bonne écoute!